France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Le verdict du procès du meurtre de Lola va tomber d'ici ce soir. André Berkov, Amaury Bucco, journaliste police-justice à Valeurs Actuelles et chroniqueur à TB-T9 sur W9, vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Amaury. Alors, vous êtes actuellement à la Cour d'assises de Paris. Les réquisitions ont lieu depuis ce matin. Que devrait-il advenir selon vous? Oui, auparavant, Amaury Bucco, bonjour. Oui. Bonjour André Berkov. Bonjour. Dites-moi un peu, je crois que vous suivez le procès depuis lundi, c'est ça? Exactement. Voilà. Depuis le premier jour, c'était vendredi même. C'est vendredi, oui, exact. Alors, ce que je voudrais savoir, on a vu tout ce qui, on a suivi tous les jours cela et on a vu des réactions terrifiantes qu'on a vues. Je me rappelle une journaliste police-justice et son en général habitué qui est fondu en larmes. Qui a fondu là-bas. Mais sur l'atmosphère de ce procès, qu'est-ce que vous en dites, Amaury Bucco? Alors moi, déjà, faut savoir qu'il y a deux salles. Il y a la salle principale où il y a la famille de Lola, où se passe le procès, et une salle de retransmission, puisqu'il y a beaucoup de journalistes qui assistent à ce procès, et donc il n'y a pas de place pour tout le monde. Ouais. Moi, j'ai fait le choix personnellement d'aller dans la salle de retransmission pour aussi mettre une certaine distance, déjà vis-à-vis des faits, mais vis-à-vis de la famille, parce que je trouve que c'est difficile. Eux sont là pour rendre justice à leur fille, et moi je suis là pour faire mon travail. Donc ça permet de mettre une distance. Mais même dans cette salle de retransmission, je trouve que le moment qui a été vraiment extrêmement poignant, et où je pense qu'à peu près tout le monde a dû retenir un peu ses larmes, c'était quand la famille de Lola s'est exprimée à la barre et a fait part de sa douleur, mais aussi de sa culpabilité. Ça, c'est très fort, c'est qu'on a l'impression que... De sa culpabilité, vous dites? On sent qu'il y a plus de culpabilité du côté de la famille de Lola. C'est terrifiant. On aurait dû... peut-être qu'on lui a pas assez dit de se méfier des étrangers, des personnes qu'elle ne connaissait pas. Ouais. Peut-être qu'on aurait dû être là, la mère a fait une sieste ce jour-là. Ouais. Peut-être que je n'aurais pas dû m'endormir, j'aurais dû être là pour la protéger. Et à l'inverse, vous avez face à cela Dabia Ben-Kird, qui est très froide, alors qu'il dit de temps en temps « je regrette profondément, je fais des cauchemars la nuit », etc. Mais on a vraiment du mal à croire à ce qu'elle dit, parce que elle est extrêmement froide. J'allais dire, son comportement ne va pas avec ses déclarations qui font part de regrets, de remords. Oui. Et c'est vrai que quand on a entendu, vous l'avez entendu aussi, les détails un peu de ce qui s'est passé du point de vue du meurtre, de la torture, etc. On a tout eu, hein. Vous avez tout eu. Les détails et les photos. On a eu les photos du corps de Lola. Ouais. D'ailleurs, une partie de la famille est sortie à ce moment-là. Ouais. Et même la mère et le fils, la mère et son fils sont sortis de la salle à la fin quand on a vu la décapitation, etc. Puisqu'elle était presque décapitée. Donc c'était assez dur. Et puis il y a eu aussi la scène de reconstitution, mais alors là je ne sais pas pourquoi, peut-être justement pour préserver un peu la tranquillité des débats. On a vu qu'une partie, que la fin en fait, quand elle commence à attacher Lola avec du sparadrap. Oui. C'est comme ça que Lola va mourir étouffée. Il y a plein de choses qui ont été passées à la trappe, notamment le viol, etc. Ah oui, ils n'ont pas. Oui, vous n'avez pas pu voir toute la reconstitution, c'est ça? Non, c'est ça, exactement. Et l'atmosphère l'atmosphère, alors en général, devait être extrêmement tendue et assez, plus que dramatique. Ça devait être quand même, c'est plus que pesant, ça. C'est horrible. En fait, c'est pesant. En fait, ce qui est particulier dans ce procès par rapport à d'autres, comme l'affaire Jubilard. Oui, Amaury. Bon, on sait Dabia Ben-Kird, elle a tout de suite expliqué que c'était elle qui avait fait ça, donc il y a un débat sur l'auteur. Bien sûr. Elle a reconnu un certain nombre de faits, notamment le cunnilingus qui est considéré comme un viol par la loi, notamment d'avoir tué Lola. Donc pareil sur les faits. Alors, oui. Alors on vous entend pas très bien là. Amaury. Oui, allez-y. Oui, ça va mieux là. Allez-y. Voilà. Elle continue à nier un certain nombre de choses, mais ce qui reste l'énigme au cœur de ce procès, c'est le mobile. C'est pourquoi elle s'en est pris à Lola comme ça cet après-midi-là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le procureur, l'avocat général. Oui, attends, on vous entend plus là. On vous entend plus du tout là.
Ouais, c'est les problèmes du direct et les mystères de la transmission. Hein. Bon, on n'en entend plus. En tout cas, je ne sais pas si on peut retrouver Amaury Bucco, ce serait bien. Sinon, écoutez, on va attendre le verdict à ce moment-là, et le verdict, ce ne sera que ce soir. On n'a plus Amaury Bucco là, Marie. Bon, écoutez, on va, en tout cas, effectivement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a suivi tout cela, effectivement, dans les radios, les chaînes, notamment sur Sud Radio et ailleurs. Et il y a quelque chose de terrifiant dans cette histoire, quand même. C'est quelle sanction peut-on donner à cela? Eh bien, l'avocat général a demandé une perpétuité incompressible. On a à nouveau Amaury Bucco? Oui, je suis désolé, j'avais pas vu que ça s'est coupé. Oui, ça a été coupé. Oui, Amaury Bucco, donc on attend effectivement le verdict pour ce soir, je crois, c'est bien ça? Voilà. Et à votre avis, enfin, on va pas faire de prédiction mais à votre avis, est-ce que l'avocat général, on le sait, a demandé une peine de réclusion de perpétuité incompressible? Vous pensez que c'est ça qui va peut-être être édicté, le jugement va être là-dessus? En fait, j'en ai discuté hier matin avec un magistrat qui n'est pas dans cette affaire, mais qui a l'expérience des cours d'assises, qui m'avait dit, et ça s'avère vrai, effectivement, que il y aurait une demande de perpétuité incompressible, parce qu'il faut savoir que la peine de perpétuité incompressible, elle est extrêmement rare, mais elle s'applique vraiment à ce type de crime particulièrement odieux qui réunissent plusieurs critères. Le crime contre un mineur, le viol, et les actes de torture et de barbarie. D'ailleurs, l'avocat de la défense a tenté ce matin, parce qu'en fait sur le viol on n'a pas de débat, on n'a pas de doute, sur le meurtre on n'a pas de doute, il a tenté de dire que les actes de torture et de barbarie n'étaient pas volontaires, qu'elle n'avait pas voulu faire de mal à Lola, qu'elle pensait qu'elle était déjà morte. Pour qu'un acte de torture et de barbarie soit considéré comme tel, il faut que la victime ait été vivante, en fait, qu'elle ait reçu ses coups de son vivant. Si on s'acharne sur un cadavre, vous dire ça ne compte pas. Pas pareil. Bon, d'accord. Ce que je pense, c'est que a priori, je vois pas, il n'y a pas de crime qui puisse être plus atroce, qui réunisse autant de critères ignobles, et donc je pense qu'elle peut effectivement avoir cette peine de perpétuité incompressible, d'autant que par le passé, ceux qui ont été condamnés à ça, c'était précisément pour ce faire. Alors il y a aussi des terroristes, bien sûr, mais là je pense qu'elle répond aux critères. Pendant ce procès, on a vu non plus qu'elle n'était pas totalement folle. Enfin, vous voyez, on sent qu'elle répond. Même les psychiatres ont dit qu'elle n'était pas folle du tout. Enfin, qu'il n'y avait pas de. C'est ça. Ça se confirme pendant ce procès. On voit qu'elle n'est pas folle, qu'elle cherche à tout mélanger, à brouiller les pistes. D'ailleurs, le procureur général, c'était très intéressant ce matin. L'avocat général a parlé de cette perversité qu'elle avait, de dire que en fait Lola n'a jamais résisté, qu'à plusieurs moments, elle a laissé à Lola la possibilité de s'enfuir. C'est ce qu'elle dit. L'enchaînement des crimes, et que Lola n'aurait pas pris cette opportunité-là, ce qui est encore plus dur pour la famille, parce qu'elle se dit mais en fait notre fille est responsable de ce qui lui est arrivé. Dernière chose, cette manière aussi qu'elle a de raconter n'importe quoi pour l'avocat général, c'est une manière en fait de garder le pouvoir, de dire c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai ce pouvoir, et de pouvoir avoir une espèce de sentiment de domination sur la famille et sur le tribunal. Non mais ce que c'est hallucinant, et c'est vrai, quand vous racontez ça, Amaury Bucco, c'est presque, elle dit que Lola, 12 ans, aurait été atteinte du syndrome de Stockholm, quoi. C'est ça. C'est terrifiant. Il y a peut-être ça, mais c'est vrai que c'est une petite fille de 12 ans. Donc, qui voit une jeune femme. En plus, il faut quand même voir la spécificité de ce crime. C'est quand même qu'on a une accusée qui est une femme. Les jeunes femmes, c'est extrêmement rare qu'une femme commette un crime avec un viol et acte de torture, de barbarie sur une enfant étrangère au cercle familial. Ça n'arrive presque jamais. Donc Lola, évidemment qu'on lui avait appris à se méfier des étrangers, mais là elle voit une femme de 24 ans qui habite en plus dans l'immeuble. À un moment, évidemment, elle se dit, je pense on dit qu'elle est embarrassée, les témoins disent qu'elle avait l'air embarrassée, mais peut-être qu'elle s'est dit je vais l'aider rapidement, puis je vais rentrer chez moi, et puis on va aller tous en vacances dans le mobil-home au bord de la mer, parce que c'était vendredi et que c'était bientôt le week-end. C'est absolument terrifiant, et surtout les images où on voit la Benki Red qui va prendre un café avec la malle. Elle trimballe la malle où est le corps de Lola, elle va prendre un café. Et elle va passer des chouquettes aussi, parce qu'elle a faim. Ah ouais. C'est ce qu'elle a dit.
Ouais, c'est pour vous dire le degré de... Et donc très vraisemblablement, on verra, on va évidemment en parler ce soir par rapport au verdict, mais juste un mot, je ne sais pas si vous en avez parlé avec un avocat. Moi hier, je parlais avec un avocat qui me disait oui, on peut avoir, elle existe évidemment dans la loi, la perpétuité, la prison à perpétuité incompressible, mais paraît-il, au bout de 30 ans, on peut demander peut-être une libération. Alors moi, ce que m'a dit la magistrate hier avec qui j'ai discuté, elle m'a dit non, l'incompressible c'est incompressible. Le seul cas qui peut se passer, c'est problème de santé, et donc vous arrivez à sortir de prison. Et par exemple, Michel Fourniret, je crois que c'est lui ou un autre, je ne sais plus, serial killer, avait beau avoir des problèmes de santé, il est quand même mort en prison. De toute façon, ce qu'il faut se dire avec Zadia Benkiret, si elle est condamnée à la perpétuité incompressible ou non, c'est que le procureur, l'avocat général a demandé une peine d'interdiction du territoire définitive du territoire français, qui a priori va être prononcée, et donc quoi qu'il arrive à la sortie, si elle sort un jour de prison, elle sera expulsée vers l'Algérie. Si l'Algérie, évidemment, dans ces cas-là, on peut espérer quand même que l'Algérie la reprenne. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, elle ne sera plus jamais en lien avec la société française. Donc pour une fois, une obligation de quitter le territoire français va être exécutée. Je ricane, on a envie d'en pleurer. Ouais, c'est vrai. Oui, merci beaucoup. Ça aurait été fait dès le début. Voilà, exactement. C'était fait dès le début, c'était pas ça. Merci beaucoup, Amaury Bucco. Merci, Amaury.